la première chose, c'est de fait de pouvoir objectiver la situation et de dire, écoutez, manifestement, on voit que ça ne va pas. On voit que votre surrénal est en surréactivité ou est en épuisement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens, d'ailleurs, sont très contents qu'on l'objective. Ils se disent, ah, voilà, au moins, on met quelque chose sur ces plaintes. Et puis, la deuxième chose, c'est que on parle souvent, par rapport justement à la surrénale, de plantes adaptogènes. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. On parle de plus en plus de fatigue et de stress chronique. Ce sont des problèmes qui touchent énormément de personnes aujourd'hui. Mais d'où est-ce que cela vient ? Et si ça avait un rapport avec le cortisol, notre hormone du stress, ou encore notre microbiote, l'ensemble des bactéries de notre intestin ? Aujourd'hui, avec le Dr Ballon-Perrin, on va tenter de comprendre comment identifier les signes du stress chronique, ce que cela fait à notre corps, d'où vient l'épuisement, et surtout comment retrouver notre énergie. Eh bien, bonjour Dr Ballon-Perrin. Bonjour. Ravi de te revoir dans ce podcast. Parce que ça faisait longtemps. C'est ça fait un petit temps. On reçoit des messages de nos auditeurs. Où est le Dr Ballon-Perrin ? Ramenez-le à l'antenne. C'est ça. Ouais. Et voilà. Et de retour, pour parler aujourd'hui du coup d'épuisement, du stress chronique, du cortisol, venir mettre un petit peu du burn-out aussi, venir remettre un petit peu des définitions sur ces mots, ou en tout cas ce qu'on en comprend aujourd'hui. Comment est-ce qu'on identifie, on fait la part des choses et comment est-ce qu'on peut aider les gens à retrouver leur énergie. Première question que j'aurais peut-être pour toi, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le stress chronique est si problématique ? Je dis peut-être par rapport à avant, parce que j'ai l'impression que c'est presque comme un effet de mode, ou en tout cas quelque chose dont on parle, c'est sûrement pas un effet de mode, mais quelque chose dont on parle énormément aujourd'hui, plus qu'avant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est si problématique ? Bon, il est clair qu'on en parle beaucoup, hein, ça c'est évident. Alors bon, moi je ne suis pas sociologue, donc je ne suis pas spécialisé pour dire pourquoi on en parle plus maintenant ou pas. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que dans ma consultation et dans la consultation de beaucoup de médecins, c'est un problème extrêmement fréquent. Alors, par définition, par burn-out, en fait, on entend, si on prend la définition plus ou moins classique, on dit que c'est une fatigue physique, émotionnelle et mentale qui est liée à un excès de contrainte plutôt professionnelle. Ça, c'est un peu la définition. Alors, maintenant, au niveau des symptômes, ça n'est pas si évident de la différencier avec de la dépression, avec un stress psychosomatique, avec le burn-out tel qu'il est lui-même, parfois avec une fatigue passagère au niveau des symptômes eux-mêmes. C'est un peu l'histoire qui peut faire la différence. Mais disons qu'en tout cas, ce qu'on va retrouver d'assez classiquement dans ce qu'on appelle le burn-out, c'est justement cet état d'épuisement. Ça, c'est un symptôme, évidemment, une grande fatigue, un manque d'envie, de motivation professionnelle, un manque d'efficacité professionnelle, des troubles du sommeil en général, et différents troubles somatiques. Ça peut être des maux de dos, des maux de ventre, de l'hypotension, des vertiges. Enfin bon, il y a un tas de symptômes possibles. Ça, c'est au niveau, on va dire, des symptômes. Et évidemment, ce qui va aussi permettre de poser le diagnostic, si je puis dire, de burn-out, c'est l'historique, on va dire, l'histoire au niveau professionnel, bien sûr, soit une surcharge de travail. Alors, ça peut... On dit par définition que c'est un excès de contrainte. Alors, ça peut être un excès de contrainte des gens qui bossent trop. J'ai eu des patients comme ça qui aimaient ce qu'ils faisaient, mais qui bossaient beaucoup trop. Et puis, bien souvent, c'est un excès de contrainte dans le sens où il y a une mauvaise ambiance, où il y a un harcèlement, ou une surcharge, une mauvaise entente dans l'équipe, enfin bon, etc., qui crée en fait ce stress chronique. Et puis alors, il y a aussi, bien entendu, des contraintes extra-professionnelles. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut aussi avoir ce qui peut épuiser l'organisme, c'est un mauvais sommeil, par exemple, c'est une surcharge physique. Il y a des gens qui se disent, tiens, moi, pour échapper au stress, je vais faire du sport parce que c'est bien, et c'est vrai, c'est très bien, évidemment, mais ils en font trop. Et donc, le boulot, les enfants, le sommeil, l'activité physique, le tout mélangé amène au burn-out. Oui.
Donc ici, ce qui va parce que là, je pense aussi en plus là avec l'arrivée de l'hiver, je pense on est tous plus fatigués. Moi, je remarque ici avec l'arrivée de l'hiver, c'est plus difficile de me lever le matin. Mais ça veut pas spécialement dire que je suis en burn-out. À quel moment est-ce que je sais, voilà, toi en consultation, tu vas discuter avec le patient, tu vas en effet retracer l'historique, identifier pas mal de choses que tu vas mettre ensemble, où tu vas pouvoir dire voilà, en effet, il faudrait peut-être faire quelque chose. Comment est-ce que moi, je peux me rendre compte si c'est quelque chose qui est plus problématique ou si c'est quelque chose qui est passager et qui va passer, du coup, par définition? Alors, absolument. Donc, c'est clair qu'on peut avoir une fatigue passagère pour un tas de raisons. Une simple raison, d'ailleurs, à l'entrée de l'hiver, ce sont des virus. On peut avoir des virus qui sont évidents au niveau de la symptomatologie. Et puis, parfois, on peut avoir des virus où on est surtout très fatigué et on n'a pas tellement d'autres symptômes. Donc, ça, c'est déjà un symptôme. Et puis, il peut y avoir aussi des carences nutritionnelles, en particulier chez la femme, des carences en fer qui peuvent fatiguer. On peut avoir un tas d'autres raisons métaboliques qui peuvent faire qu'on est fatigué. Mais c'est vrai qu'il y a aussi l'arrivée de la perte de lumière, la chute des feuilles, comme on dit. Il y a un petit côté dépressogène qui est très variable d'une personne à l'autre, mais il n'y a pas grand monde qui trouve ça rigolo, en général. Donc, le fait de se lever quand il fait noir par rapport au fait de se lever quand il fait clair, tout ça, évidemment, joue. Mais maintenant, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on peut se le dire ? Eh bien, je crois qu'il y a effectivement ce manque, cette grosse fatigue combinée à un manque d'entrain pour faire un tas de choses, un manque d'efficacité au niveau professionnel, un manque de concentration. Et quand tout ça, ça commence à devenir sérieux, un stress énorme. En fait, il y a aussi, ça j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est un élément important, c'est une hyper-réactivité au stress, une hypersensibilité au stress. Le fait que tout ce qui est événement stressant, tout est trop en fait. C'est ça, tout est vite trop. Dès qu'on demande quelque chose, une montagne, alors que c'est quelque chose qu'on aurait fait en 5 minutes sans se poser de questions, il y a de ça 6 mois ou un an. Et qu'est-ce qui fait un peu physiologiquement dans le corps, qu'est-ce qui fait qu'on va arriver justement, donc si j'ai bien compris, c'est vraiment un excès de contrainte qui peut être du coup lié à du stress, que ce soit stress au boulot ou du stress physique ou des événements personnels qui nous stressent, qui font qu'à un moment, on va arriver à une difficulté à faire face au stress et à être épuisé. Pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est ça. Qu'est-ce qui explique au niveau du corps ? Bon, j'ai un peu la réponse parce qu'on en parlera un petit peu du cortisol et tout ça après, mais qu'est-ce qui explique, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, qu'on va arriver de stress à épuisement ? Alors, il y a effectivement une grande hypothèse pour expliquer tout ça, c'est précisément la surrénale, qui est en fait la glande, qui est la glande du stress, qui est celle qui fait que, pour reprendre un exemple typique et simple, quand on est dans une situation de stress aigu, eh bien, la surrénale va s'activer et va produire deux types de substances. D'une part, l'adrénaline. L'adrénaline, ça va nous donner un boost énergétique pour pouvoir avoir plus d'énergie, d'agressivité, etc., pour répondre à cette situation de stress. Et stress aigu, c'est ponctuel, quoi. C'est un événement stressant qui arrive. Événement ponctuel. On voit un lion, par exemple. On voit un lion dans la rue, c'est un peu de chance. Enfin, voilà, exemple. C'est ça qui peut se passer. Et alors, derrière ça, donc toujours la même glande, une autre partie de la glande, ce qu'on appelle l'adrénaline, c'est produit par on va dire ce qui est au milieu de la glande, ce qu'on appelle la médullaire de la surrénale, et le cortisol est plus produit par le côté externe de la glande. Et ce cortisol, lui, va avoir comme action de suivre le mouvement, c'est-à-dire qu'il va permettre l'adaptation métabolique au stress, que ce soit en mobilisant justement ses réserves énergétiques pour recréer du sucre, par exemple, au niveau de la tension, équilibre tension, augmenter la tension, bref, il va. Et puis ensuite, son action anti-inflammatoire pour pouvoir justement s'adapter aux coups, aux blessures, aux coups de griffes et aux morsures. Enfin, je veux dire, il y a une réaction inflammatoire qui se fait juste de manière psychosomatique ? Non, mais il peut y avoir... qui va être lié, si je dois courir, j'ai utilisé mes muscles, j'ai fait de l'inflammation au niveau de mes muscles. L'inflammation qui se crée, absolument.
Et donc, ça, c'est vraiment l'adaptation au stress. Dans une adaptation au stress aigu, on sait que la surrénale va agir comme ça. Alors maintenant, le stress devient chronique, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et bien à ce moment-là, ce qui est un mécanisme tout à fait normal, naturel, d'adaptation, etc., ça devient anormal. Le stress chronique, à ce moment-là, fait que la glande est surstimulée de façon constante. Et on sait très bien, ça a été déjà décrit dans les années 70, c'est pas tout nouveau, mais c'est mieux compris maintenant. Il y a beaucoup plus de publications sur le sujet ces dernières années. Eh bien, c'est que effectivement, après cette première phase où la surrénale s'adapte normalement, eh bien, à un moment donné, on va produire des messagers inflammatoires qu'on appelle des cytokines, des cytokines inflammatoires. Je crois que au fil des podcasts, les gens commencent à comprendre ce qu'est ce terme. On en parlait beaucoup. Vous pouvez revoir les podcasts sur le microbiote et tout l'axe intestin-cerveau. Voilà, on en a beaucoup parlé avec le Covid déjà. On parlait de la tempête cytokinique. Donc déjà, les gens commencent à être habitués à ce terme. Enfin bref, donc il y a des cytokines qui sont produites et qui vont faire quelque chose avoir plusieurs actions problématiques. Une des actions, ça va être de bloquer ce qu'on appelle le feedback normal. Alors, c'est quoi le feedback hormonal? Donc, il faut savoir que c'est comme ça pour toutes les glandes, que ce soit la surrénale, la thyroïde, les ovaires, etc. Quand la glande produit une hormone, à un moment donné, quand le taux d'hormone monte à un certain niveau, ça envoie un message au cerveau qui dit « Écoute, il y a assez d'hormones » et alors, le cerveau, lui, arrête de stimuler la glande. À l'inverse, s'il n'y a pas assez d'hormones, le cerveau stimule la glande. Donc, c'est tout ce phénomène de feedback. Et à partir du moment où, normalement, le taux de cortisol monte, ça envoie un message au cerveau qui diminue la stimulation de la surrénale. Pour dire c'est bon, on en a produit assez. C'est bon, on en a produit assez. Mais alors, ce qui se passe ici, c'est que ces fameuses cytokines inflammatoires ont entre autres comme effet de diminuer la réactivité de l'hypophyse, donc de cette partie du cerveau qui réagit là-dessus. Et donc, il n'y a plus ce feedback négatif. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le cortisol continue à monter. Et donc, on est dans une situation d'hypercorticisme et des situations aussi entre parenthèses, de production de cytokines qui vont non seulement empêcher ce feedback, mais qui vont aussi enflammer et oxyder la mitochondrie, donc abîmer nos fameuses producteurs d'énergie. Et c'est sans doute ce qui explique la fatigue. Donc, quand on est déjà dans la phase d'hypercorticisme, la première phase, on est déjà fatigué. Et là, on a beaucoup de cortisol. Un peu naïvement, on pourrait dire, on produit beaucoup de cortisol. C'est ce qui est supposé remettre notre corps à l'équilibre. On devrait être zen. Voilà. Et donc, en fait, quelque part, il y a une adaptation avec cette hyperproduction de cortisol qui serait plutôt une chose, à première vue, intéressante. Si ce n'est que ça va avoir éventuellement comme effet négatif de monter le sucre dans le sang, de brûler ses muscles, d'augmenter la tension artérielle. Ce qui peut expliquer que des personnes, du coup, prennent du poids quand elles sont surstressées. Ou exactement. Ça peut être lié à ça aussi. Exactement. En plus, on sait que cet hypercorticisme peut avoir un impact sur la transformation de l'hormone thyroïdienne T4 en T3, qui est une hormone active de la thyroïde. Donc, voilà, il y a tout ça qui se passe. Et alors, en même temps, il y a ce phénomène cytokinique inflammatoire avec le stress chronique qui a un effet déjà sur la mitochondrie et sur la fatigue. Donc, ça, c'est cette fameuse deuxième phase. Donc, c'est cette phase de burn-in. Qui correspondrait, si je puis dire, dans le langage de l'entreprise. Pré-burnout, quoi. Pré-burnout, voilà. Un surstress avec une production qui est trop élevée pour essayer de rétablir l'équilibre parce qu'il y a plus ce message qui dit on a produit assez, quoi. Exactement. Donc ça, c'est cette phase-là. Et puis alors arrive une troisième phase où à ce moment-là, quand on a pompé, à un moment donné, on épuise ses réserves, évidemment. Et à ce moment-là, ça s'effondre, et alors on arrive dans l'épuisement surrénalien. Donc il y a la troisième partie, où à ce moment-là, il n'y a plus assez de production, et là, ça peut s'associer au niveau symptomatique avec toujours de la fatigue, une mauvaise réponse au stress, enfin je veux dire, une hypersensibilité, cette non-adaptation, si je puis dire, au stress. Et puis alors, on va retrouver d'autres symptômes comme de l'hypotension éventuellement qui va arriver. On va avoir des hypoglycémies. Donc, il faut savoir que la cortisone est aussi ce qu'on appelle, le cortisol qu'on produit est aussi l'hormone de contre-régulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un taux de sucre dans le sang, on va utiliser ce taux de sucre. Et ses réserves en glycogène. Et puis à un moment donné, quand on n'a plus, le cortisol va permettre d'aller rechercher au niveau des muscles et de la graisse des substrats pour reproduire
du sucre, on appelle la néoglucogénèse. Bon. Et donc, comme on n'a plus assez de cortisol, on ne le fait plus. Et donc, ce sont des gens qui vont avoir des hypos à distance des repas, avec des malaises à distance. Et des envies de sucre aussi, du coup, des envies de sucre, donc déjà, il y a la prise de poids associée dans la première phase. Là, on est plutôt dans les envies de sucre. Donc ça, ce sont des mécanismes. Et donc, pour en revenir à cette histoire de cortisol, eh bien, ce sont ces fameuses 3 phases qui sont extrêmement intéressantes à évaluer. Ouais. Et bien donc, du coup, c'est ça, il y a un intérêt à venir identifier où est-ce que je me trouve là-dedans, parce que, du coup, partant de ce principe-là, le fait d'arriver dans la 3e phase, dans l'épuisement, serait, du coup... évitable, ou en tout cas serait possible de prendre certaines actions pour y remédier lorsque c'est pris à temps. C'est ça. Oui, alors c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc en fait, ça a 2 grands avantages d'identifier ces phases. La première chose, c'est de fait de pouvoir quelque part objectiver la situation et de dire, écoutez, manifestement, on voit que ça ne va pas. On voit que votre surrénal est en surréactivité ou est en épuisement. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est à vous d'adapter votre façon de fonctionner, de vivre la situation au travail, etc. Donc, prendre toutes des mesures par rapport à cette situation qui est objectivée. Et souvent, les gens, d'ailleurs, sont très contents qu'on l'objective, qu'ils se disent « Ah, voilà, au moins, on met quelque chose sur ces plaintes. » Et puis, la deuxième chose, c'est que on parle souvent, par rapport justement à la surrénale, de plantes adaptogènes. Et en fait, on constate que les plantes adaptogènes, elles ne sont pas adaptogènes, ce n'est pas le grand écart, elles ne sont pas capables de tout faire. Il y a des plantes adaptogènes qui sont intéressantes pour diminuer l'hyperréactivité surrénalienne. Dans cette phase 2, du coup, c'est ça ? Dans cette phase 2, et d'autres dans la phase 1, dans la phase 2, pardon, et d'autres dans la phase 3, pardon, qui vont être intéressantes pour essayer d'un peu soutenir la surrénale. Et donc ça, ça c'est une des analyses que nous on propose chez Simp, l'analyse du cortisol qui se fait facilement en fait depuis la maison où les clients commandent, font l'analyse depuis chez eux, ces 5 petites salivettes qu'ils mettent derrière la bouche à 5 moments de la journée, et puis renvoient au laboratoire et reçoivent justement les résultats expliquant voilà, vous êtes plutôt dans cette phase-là ou cette phase-là et voilà ce qui pourrait être intéressant de faire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à 5 moments différents de la journée ? Quel est l'intérêt de faire ça à 5 moments de la journée plutôt qu'au matin, comme on faisait un petit peu à l'époque ? Ok, alors il y a 2 éléments dans la réponse. Alors, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise le cortisol salivaire et pas dans le sang, déjà, c'est une première chose. Alors, le cortisol salivaire est très intéressant parce que ça mesure l'hormone libre active. Donc, parce que dans le sang, on a l'hormone associée à son transporteur, ce n'est pas nécessairement l'hormone active. Donc, c'est déjà... Même si c'est possible de la calculer, non ? Bien sûr, c'est tout à fait. On peut le calculer, mais c'est moins précis. C'est jamais qu'un calcul, c'est pas une mesure. Hein. Et donc ça, c'est déjà un élément intéressant. Alors, ce qui est effectivement très intéressant, c'est d'avoir un profil. Et d'ailleurs, il y a toutes les publications qui parlent de troubles fonctionnels de la surrénale, c'est sur des profils de cortisol salivaire. Il faut bien savoir que la prise de sang, telle qu'est pour doser le cortisol dans le sang, tel que c'est fait classiquement en médecine, c'est une mesure qui est surtout utilisée pour évaluer la pathologie. Donc en fait, évaluer la maladie et pas le fonctionnel. Ça permet de voir, par exemple, si on souffre d'une maladie d'Addison, donc quelqu'un qui a une surrénale qui ne fonctionne pas du tout assez, ou à l'inverse, la maladie de Cushing, des gens qui ont une tumeur surrénalienne qui produit beaucoup d'hormones. Donc ça va se voir dans une prise de sang, peu importe que les gens soient arrivés au labo un quart d'heure après s'être levés, ou une demi-heure, ou une heure et demie. Par contre, si on se base uniquement pour dire sur une prise de sang, tiens, le taux de cortisol est un peu haut ou un peu bas dans la prise de sang matinale, et se dire pour autant que la glande surrénale est épuisée ou sur travail, c'est pas valable. C'est pas valable pour 2 raisons. D'abord, c'est pas valable parce que ça dépend combien de temps après le lever, le patient s'est amené au laboratoire, parce qu'on sait qu'il y a un pic, et ce pic a lieu dans la demi-heure, voire maximum l'heure après le lever. Et donc, si pour des raisons XY, il est arrivé au centre 1h30 après, on va se retrouver avec un taux plus bas, et c'est pas pour ça qu'il y a un épuisement de la surrénale. Donc ça, c'est déjà première chose à savoir. Deuxième chose, et ça, on l'a bien vu au niveau des études et des publications, il y a des publications parfois qui sont controversées parce que
Parce que quand on mesure uniquement le profil du cortisol salivaire à 8 heures ou à 20 heures, on peut avoir différentes choses. C'est vraiment, et ça moi je le vois, j'en ai demandé beaucoup, parce que je trouve que c'est une analyse extraordinairement intéressante, eh bien, je le vois très bien. C'est l'ensemble de la courbe qui me permet d'avoir une idée, qui me permet de voir si les gens sont vraiment au-dessus, en dessous, et comment se passe cette courbe sur une journée, quoi. Et du coup, c'est ça. Je pense que ça, c'est un point intéressant à expliquer maintenant, parce que ça peut être un peu confus pour certaines personnes qui ne savent pas comment ça bat, ou enfin comment ça vit au cours d'une journée, la glande surrénale, ou comment ça produit le cortisol au cours d'une journée. Je pense que c'est important d'expliquer la courbe. Je ne pense pas qu'on l'a expliqué. Non, donc en fait, la courbe, si vous voulez, on a un taux qui est la nuit qui est extrêmement bas. C'est sans doute d'ailleurs en lien avec ça que des gens qui ont des douleurs, des pathologies inflammatoires, par exemple des inflammations du dos articulaire, ont des réveils nocturnes, parce que c'est au moment où ils ont leur taux de cortisol le plus bas. C'est en tout cas une hypothèse claire pour expliquer cela. Et puis alors, ça monte le matin, et alors on a vraiment, avec la lumière en fait aussi, hein, et avec le réveil, on a un pic à ce moment-là. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça que ce qu'on mesure, c'est le temps au réveil, enfin la valeur du cortisol salivaire au réveil. On mettra une petite, je ne sais pas où ça va apparaître. On Voilà. va donner un peu de boulot à Arthur, mais on va mettre peut-être Exactement. la courbe. Ça illustrera. Donc on a vraiment la mesure au réveil, et puis on a la mesure 30 minutes après le réveil, ce que les Anglais appellent le Cortisol Awakening Response, qui est vraiment un marqueur très très important de la capacité de réactivité de la surrénale au stress. En tout cas, il y a une corrélation très forte entre ce Cortisol Awakening Response et la capacité de réactivité au stress. Et puis alors après, le temps à midi, parce qu'on voit que normalement à ce moment-là, après ce pic, ça descend. Et à midi, on a déjà un taux qui est plus bas. C'est aussi un marqueur intéressant, le temps de midi. Et puis alors, on mesure encore 18 heures et 22 heures. 22 heures est aussi un marqueur très intéressant. Là, on est beaucoup plus bas. Voilà, donc il y a vraiment toute une courbe qui monte comme ça et qui redescend. Ouais. Oui, ce qui explique parfois à certaines personnes qui ne savent pas se lever le matin, et tu vois qu'en fait, il ne se passe rien au niveau de la réactivité le matin, et d'autres personnes qui ne savent pas s'endormir la nuit, il n'y a rien qui redescend le soir, quoi. Exactement, ça se voit. Et puis on voit aussi certaines personnes qui ont des taux déjà au réveil, qui sont comme des hiboux, là. Et tout ça, regarder l'ensemble de ces 5 points te permet, toi, de dire, voilà, on va être plutôt dans une phase ou une autre. Il y a vraiment une excellente corrélation, je trouve, avec la clinique et avec l'évolution des traitements et du patient. Pour revenir maintenant, peut-être, parce que ça, je pense que c'était un peu des bases qu'il fallait expliquer pour comprendre un petit peu, quelles sont les différentes phases du stress, comment est-ce que je peux savoir où je me situe, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose à ces endroits-là. Maintenant, pour revenir un petit peu plus en arrière, en termes de facteurs, peut-être autres que le stress au boulot, la surcharge, la surcontrainte, quels vont être les autres facteurs qui peuvent faciliter, mais plutôt dans l'autre sens, faciliter une surproduction ou un épuisement, un dérèglement en fait de la fonction de la surrénale. Quels vont être les facteurs qui vont faciliter ce dérèglement? Il y a 3 grands facteurs. Il y a le stress psychique, donc voilà, au boulot, pas au boulot, enfin, etc. Et puis il y a le stress physique. Et dans le stress physique, eh bien, on sait par exemple le surentraînement. C'est typique, on voit que des sportifs qui sont en surentraînement, on va retrouver un profil du cortisol qui n'est pas bon. On va retrouver aussi chez eux un taux de testostérone qui est diminué. Donc, c'est un élément important. Et puis, 3e élément, c'est d'inflammation chronique. Donc, des gens qui ont une inflammation chronique, forcément, ils pompent du cortisol, leur glande pompe du cortisol, et ça peut arriver à un moment donné à un relatif épuisement. Je vais d'abord poser une question sur les sportifs et puis l'inflammation chronique. Chez les sportifs, du coup, pas que les sportifs de haut niveau. Moi, par exemple, je fais du sport, j'essaye en tout cas de faire un sport un maximum, et souvent c'est un peu un échappatoire, un peu à un moment où je me dis j'ai une journée super stressante, je vais aller me défouler au sport. Est-ce que ça peut du coup me faire basculer, ou ça dépend en quelle mesure Non, je pense que ça, non. Par contre, ce qui est très, très à la mode et actuellement, et beaucoup de gens font ça, ce sont des gens qui font des trails, des préparations, des marathons, des triathlons, tout en travaillant en même temps. Et donc,
Alors, ça dépend comment ils le vivent, mais on sait que c'est une caractéristique justement des gens qui font beaucoup de sport, c'est qu'ils ont une capacité organisationnelle supérieure aux autres. Oui, c'est quelque chose qui a été démontré ça dans des études. Mais ce qui n'est pas étonnant finalement, c'est assez logique. Oui, c'est vrai que si on veut faire du sport et gagner sa vie sur le côté, il faut être organisé. Il faut être un peu organisé, quoi. Donc, ça, c'est vrai. Même, alors, je pense qu'il y en a qui mènent ça très bien et d'autres, à mon avis, moins bien. Et donc, qui sont en excès entre le boulot, le sport, etc. Hein. Je veux dire, les gens qui font des triathlons, ou qui se préparent pour des trails, des triathlons, c'est quand même énorme. Donc, c'est... Ouais, puis au niveau nutritionnel aussi, il faut suivre sur le côté. En plus, il faut suivre. Bon, souvent, ce sont des gens qui s'intéressent très fort à ça, donc ils suivent ça assez bien. Mais c'est pour ça que là, je suis quand même, je mets en garde, il faut se méfier de ça. Chez les gens qui, par contre, vont faire un peu de sport par-ci, par-là, 1 heure par-ci, par-là, pour justement équilibrer leur psychisme et leur physique, ça, c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt le contraire, quoi, hein. On n'est pas dans le surentraînement, quoi. Et pour revenir à l'inflammation chronique, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'inflammation chronique ? Ce que tu veux dire par inflammation chronique ? Alors, il y a des inflammations chroniques évidentes, hein, des gens qui ont des... En général, souvent, ils sont déjà traités par cortisone ou immunomodulateurs, etc., anti-inflammatoires. Mais il y a des inflammations chroniques plus vicieuses. C'est typiquement l'inflammation chronique intestinale, par exemple, d'avoir un intestin qui est micro-inflammé de façon chronique. Eh bien, ça peut justement être un élément qui va favoriser l'épuisement surrénalien aussi, quoi. Ah ouais, donc c'est ça. Donc, un de ces axes de communication intestin-cerveau dont on a déjà parlé dans un des épisodes, c'est ça ou ça c'est encore autre chose ? Encore autre chose. Ici, je parle simplement d'inflammation. Alors, il y a des inflammations articulaires chroniques, il y a des inflammations intestinales chroniques. Il y a un stress sur le corps, en fait. Voilà, c'est une situation inflammatoire chronique qui nécessite une production de cortisol par le corps chronique. Et donc, qui peut à la longue, forcément, épuiser les réserves. Donc, ça sont des situations qui existent aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier. Alors, l'histoire de l'axe intestin-cerveau, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, en fait, on va pas refaire toute l'histoire. Il y a ceux qui veulent, il y a un podcast qu'on avait fait sur le sujet. Mais je trouve ça quand même intéressant dans le cas du cortisol, et je pense que justement, ça se passe un peu entre ces deux pics. Tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure, d'expliquer... Dans l'axe intestin-cerveau, il faut savoir qu'il y a l'axe de l'intestin vers le cerveau, qui est extrêmement important, qui a fait intervenir plusieurs choses, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis, il y a l'axe du cerveau vers l'intestin. Et là-dedans, il y a deux grands acteurs. Il y a le nerf vague, hein, qui est un système nerveux d'impact direct sur l'intestin, que ce soit sur la motricité ou même la sensibilité, ou même d'autres fonctions. Et puis alors, il y a le système adrénergique, donc effectivement, qui fait intervenir justement le stress, l'adrénaline. Et on sait que ça peut avoir un impact sur la qualité du mucus, sur la paroi intestinale. Et donc, effectivement, ça peut avoir... Il y a c'est de nouveau l'histoire des cytokines inflammatoires, mais dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait pareil. C'est un effet adrénergique, mais je ne veux pas... C'est assez compliqué à expliquer, mais qui peut avoir un impact sur le mucus et l'intestin. Oui, du coup, ça peut être un cercle vicieux aussi. Si ça a un impact sur le mucus qui se dégrade, ça va augmenter le risque d'inflammation intestinale et donc du coup aussi... Exactement. C'est très complexe. Il y a beaucoup de cercles vicieux. Par exemple, on sait aussi maintenant que quelqu'un qui est très stressé peut avoir aussi ce qu'on appelle un spasme du sphincter d'Oddi. Donc, le sphincter d'Oddi, c'est l'endroit où la bile se lâche dans l'intestin. Et on sait justement que ces fameux acides biliaires ont un rôle majeur dans l'équilibre du microbiote. Et donc, à partir du moment où on est stressé, on ne produit pas assez de bile, ça perturbe le microbiote qui lui-même, etc. Et donc, tout ça, l'un interagit sur l'autre. Mais donc, il est clair, autrement dit, pour simplifier, que c'est extrêmement intéressant d'évaluer cette situation d'épuisement surrénal, lien de stress, et de pouvoir à la fois dire aux gens de vivre autrement et à la fois leur donner des choses pour les aider, parce qu'il y a moyen de les aider. C'est ça qui est évidemment important aussi. Justement, quels vont être un petit peu... bon, après, c'est peut-être un peu moins ça que toi, tu fais dans tes consultations et tout ça. Mais quelles sont un peu les habitudes ou les grands conseils que tu pourrais donner pour aider à prévenir de l'épuisement ? Alors, et bon, c'est les grands conseils. Alors, il y a les conseils, on va dire, psycho-hygiéno-diététiques,
hein. C'est-à-dire que c'est de manger correctement, évidemment. Hein. L'intérêt éventuellement du petit déjeuner protéiné pour justement stimuler déjà la production dopaminergique, avoir déjà un effet tonique psychique plus intéressant au petit déjeuner et avoir un équilibre nutritionnel évidemment global idéal. Ça, c'est le côté diététique. Alors, le côté hygiénique, on en parlait, c'est de faire du sport 3 fois par semaine, par exemple. Ça, ce serait idéal. Même une demi-heure, 3 fois par semaine. Et puis alors, il y a le côté psychique qui est... Alors là, c'est plus compliqué parce que ça dépend des conditions de stress au travail. C'est certain que... Là, c'est très difficile parce que s'il y a un harcèlement, une mauvaise ambiance, nous, en tant que médecin, on ne peut pas y faire grand-chose. S'il y a si on presse un peu le citron dans la compagnie, que les gens aiment bien ce qu'ils font, mais que s'ils travaillent trop, on ne peut pas y faire grand-chose non plus. Donc ça, c'est le volet qui est plus complexe, évidemment. Et puis alors, il y a tout ce qui est soutien. Donc tout ce qui est soutien, et c'est là où c'est intéressant d'évaluer dans quelle phase on est. Si on est dans la phase 2, la phase 3, C'est au niveau micronutritionnel. Voilà. C'est ça. Au niveau thérapeutique et micronutritionnel. Donc là, c'est... Ouais. Par rapport au boulot, quelqu'un qui fait un burn-out ou c'est quand même fort lié à son boulot, qui est mis de côté ou à qui on conseille vivement de faire une pause. De ton expérience, c'est pas une vérité absolue, non, mais certainement pas. Ouais. dans ton expérience, est-ce que c'est possible de revenir après, de réintégrer le même travail ? Ça dépend de l'ambiance au travail. Donc moi j'ai vu dans mon expérience effectivement des patients où en les prenant en charge justement par rapport à cet épuisement surrénalien et au niveau hygiéno-diététique pendant la période, je dirais, d'interruption de travail, on arrivait à vraiment à bien les aider et à ce qu'ils reprennent le travail. Ça, c'est souvent dans des conditions, souvent de gens qui ont travaillé beaucoup, mais qui aiment, et c'est pas conflictuel. C'est des gens qui sont dans une situation très conflictuelle au niveau du travail. Là, s'ils ne changent pas de travail, ça risque d'être compliqué, quoi. Ouais. Donc, là, on entend quelque chose de... Tu as parlé rapidement du petit déjeuner protéiné, du coup de l'impact que ça a du coup, sur la production de dopamine dès le matin, de se donner un boost. Quel est l'impact du coup de cette courbe du cortisol et de la fonction de la surrénale sur l'aspect plutôt psychique, enfin les neurotransmetteurs qui sont la dopamine, sérotonine, noradrénaline, qui vont plutôt jouer sur l'humeur et là aussi l'état de zénitude, si je puis dire, ou la capacité à être calme et à s'endormir aussi. Quel est le lien entre... Est-ce qu'on connaît un peu le lien entre les deux ou est-ce que c'est encore un peu flou aujourd'hui ? Non, c'est un peu... À mon sens, c'est un peu deux choses, entre guillemets, différentes. Donc, on peut vraiment évaluer les capacités de réactivité au stress et un tas de symptômes liés à cela. Et d'une part, comme on disait tout à l'heure, en faire mention aux patients. Et puis d'autre part, on va en parler, j'imagine, après, ce qu'on peut donner pour aider. C'est une chose. Et puis alors, il y a effectivement la notion de neurotransmetteur. Et alors là, effectivement, il y a toute une chimie qui se passe. Et donc maintenant... Quel est le lien entre les deux ? C'est pas évident. Ouais. On s'est regardé l'un, on s'est regardé l'autre, réagir. On peut avoir l'un, on peut avoir l'autre. Est-ce qu'il y a des liens entre l'un et l'autre ? C'est possible. Est-ce que c'est difficile à dire ? C'est pas d'office l'un qui va être le précurseur de l'autre. Il n'y a pas d'évidence en disant, tiens, voilà, quelqu'un qui a un certain degré d'épuisement surrénalien, on va retrouver des déficits en dopamine ou en sérotonine. Ou c'est pas d'ailleurs, on le voit dans les résultats. Enfin, chez SIMP, on reçoit souvent des personnes qui ont fait les deux. Et c'est pas parce que l'un est déséquilibré que l'autre l'est et inversement. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, du coup, venons peut-être à une des choses qui intéresse probablement le plus les personnes, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, on a fait une analyse, on a identifié, je suis dans une étape tout va bien, ou je suis dans l'étape plutôt 1, enfin phase 1 ou phase 2. Enfin, ou phase 2, phase 3, ça dépend si on regarde 0, 1, 2 ou... Mais qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent ? Donc la phase 1, c'est normal. Ouais. La 2, c'est en hyper. Et la 3, c'est en hypo. Voilà. Oui.
qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que toi, tu fais avec tes patients? Qu'est-ce que les personnes qui nous parlons écoutent de la phase peuvent 2, de faire? la phase 3, vu que la phase Oui, 1, phase 1, tout va bien. Donc, à ce niveau-là. alors pour moi, il y a trois volets. Donc, pour chaque, que ce soit la phase 2 ou la phase 3, il y a le volet plante adaptogène, il y a le volet ou médication. On ne va pas parler de médication ici, on va parler de plante adaptogène. Il y a le volet magnésium et le volet soutien de la mitochondrie. Alors, rapidement, un petit point avant ça. Donc, il est possible d'agir sans médication là-dessus dans certains cas. Ouais. Enfin, dans beaucoup de cas. C'est d'ailleurs souvent ce qui est fait. Le recours à l'hydrocortisone ou à la prégnénolone est le plus rare, je trouve. Dans certains cas, je le fais. Mais bon, il y a moyen d'agir sans médication. Et donc, alors, le magnésium, première chose. Donc ça, le magnésium, c'est terriblement important. On sait que le stress génère une perte de magnésium. Donc, on a une fuite urinaire de magnésium avec le stress importante. Et on sait que cette perte de magnésium augmente la sensibilité au stress. Donc, c'est un cercle vicieux épouvantable. Donc, c'est un élément terriblement important. Et donc, je conseille, dans ces situations, de prendre 450 mg de magnésium élément minimum, entre 400 et 600. Vraiment prendre une dose. On ne risque pas de surcharge. Bon, sauf chez des gens qui ont une insuffisance rénale, mais ça, il faut le savoir. Enfin, c'est quand même assez rare parmi les patients. Mais sauf chez ces gens-là, on peut donner du magnésium à ces doses-là sans problème. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, au niveau des plantes adaptogènes. Donc, effectivement, il y a des plantes qui ont cette capacité de diminuer la réactivité de la surrénale au stress et donc de moduler ce phénomène. Et les deux plantes les plus connues à ce niveau-là, ce sont le rhodiola et l'ashwagandha, qui ont vraiment cette capacité-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche assez bien. Moi, je prescris souvent, d'ailleurs, l'ashwagandha, le magnésium. Pour autant que ce soit pris dans la bonne phase, quoi, c'est voilà, ça. Dans la situation de phase 2, ça, c'est vraiment les éléments intéressants. Et puis, alors, troisième élément, et ça, c'est valable pour les deux phases, tout comme le magnésium, il est valable pour les deux phases, à part que c'est encore plus important dans la phase 3, c'est le soutien de la mitochondrie. Et donc, par rapport à ça, il y a effectivement différents nutriments qu'on peut utiliser, que ce soit s'assurer qu'il n'y ait pas de manque de fer, le coenzyme Q10, les vitamines B et la carnitine. Et qu'est-ce qu'on peut encore donner? Donc, je disais vitamine B, Q10. Enfin, ça, c'est la B3. Voilà, c'est la B3. C'est la vitamine B3 réduite. Donc, il y a le NADH qui est sous forme de vitamine B3 réduite, qui est extrêmement intéressant. C'est surtout les vitamines B2, B3 qui sont importantes. Donc, le Q10, je disais, le fer, le magnésium, qui est très important dans la mitochondrie aussi. Et alors, la carnitine, qui est un élément fondamental. Et alors aussi, on peut utiliser une substance comme le maca, qui est en fait du ginseng péruvien, et qui a cette capacité de... En fait, pourquoi est-ce que ce ginseng a un effet bénéfique sur l'énergie? Parce qu'il diminue l'oxydation de la mitochondrie. Or, on sait que quand les mitochondries sont oxydées, elles sont moins efficaces. Donc ça, ce sont tous des éléments qui vont être très intéressants à utiliser. Alors, comme on ne peut pas donner 40 000 trucs non plus, parce que sinon, ça commence à devenir beaucoup, je crois qu'il est très important de se centrer dans la phase 2 sur des plantes adaptogènes type ashwagandha ou rhodiola, magnésium, pour venir un peu calmer, qui peuvent être associés éventuellement à d'autres éléments pour favoriser le sommeil, que ce soit différentes plantes ou que ce soit la mélatonine, ou que ce soit, etc. Et puis alors, il y a, quand on est dans une phase 3, là, on va vraiment soutenir avec ces éléments sur la mitochondrie, en particulier, avec toujours le magnésium, qui est valable dans les deux phases, et alors avec des plantes, comme par exemple, il y a le Schisandra asiatica, il y a le Pinus sylvestris, il y a la réglisse, qui a aussi un effet intéressant, parce que ça remonte un peu la tension. Souvent, ces gens sont en hypotension. Bon, pas à donner chez des gens hypertendus, évidemment. Mais voilà, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est ça c'est finalement ça, l'histoire. C'est, un, est-ce qu'on est dans cette situation-là, oui ou non? Et puis deux, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va plutôt prendre un traitement
rhodiolage, ashwagandha, magnésium, essentiellement axé là-dessus, ou est-ce qu'on va plutôt prendre un traitement pour soutenir la mitochondrie, magnésium, et des plantes plutôt type, comme je disais... adaptogène, mais dans l'autre sens. Adaptogène, mais dans l'autre sens. Oui. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Peut-être juste un dernier point qu'on n'a peut-être pas assez couvert. Donc, on a parlé du fait que quand on passait de la phase 2 à la phase 3, il y avait une oxydation des mitochondries. Puis, on a parlé que du coup, c'était intéressant de relancer les mitochondries. Mais est-ce que tu peux peut-être rapidement expliquer, tu as dit que c'était nos centrales énergétiques, mais est-ce qu'il y a peut-être un peu plus d'infos que tu peux nous donner sur ce qui se passe, ou en tout cas, ou ce que c'est que les mitochondries, ou pourquoi est-ce que c'est pas bien qu'elles s'oxydent paraître un peu... Voilà. C'est à la fois il y a moyen de rentrer fort dans le détail et à moyen de rester peut-être général. Voilà, on va essayer de ne pas rentrer trop dans le détail parce que ça devient trop un peu compliqué. Mais en fait, donc, les mitochondries, pour rappel, ce sont nos centrales énergétiques du corps. Donc, dans chaque cellule, on a des mitochondries qui s'occupent de produire l'énergie. Le fameux ATP qu'on produit l'énergie, ça se produit là. Et pour qu'une mitochondrie fonctionne correctement, il y a plusieurs éléments indispensables. Un élément, évidemment, c'est qu'on lui produise le matériel de base pour lequel, justement, la carnitine joue un rôle important pour l'entrée dans la deuxième phase de production énergétique. Et puis alors, un autre élément, c'est qu'il y a tous les nutriments qui interviennent dans tout ce qu'on appelle les différents moulins, qu'on appelle ça, qui vont permettre de produire cet ATP en finale. Et là-dedans interviennent le fer, interviennent la Q10, interviennent la B2, la B3 et le magnésium, qui est fondamental, parce que c'est lui qui est nécessaire pour l'activité de ce qu'on appelle l'ATPase, qui libère l'ATP au final. Et puis alors, il faut savoir que quand justement ces mitochondries, quand il y a des radicaux libres qui agressent ces mitochondries, le phénomène de cette fameuse chaîne phosphorylative qui va produire l'essentiel de l'ATP au niveau de la mitochondrie ne va pas bien fonctionner. Et donc, c'est pour ça que ça va effectivement moins bien fonctionner. On parle justement du NADH, qui de ce fait est par exemple oxydé et va pas pouvoir être bien fonctionner. D'où l'intérêt de donner précisément de la B2 sous forme réduite, qui est le NADH, qui est la B3, pardon. Oui, merci. La B3 sous forme réduite, le NADH, dans cette situation. Mais donc, tout ce qui est effectivement facteur oxydatif va diminuer la capacité de production d'ATP. C'est pour ça qu'on parle de stress oxydatif aussi. Fait le lien avec ça. C'est une chose que tu parlais du microbiote. Il y a beaucoup à dire, évidemment. On connaît en fait de plus en plus le rôle du microbiote par rapport à la dépression, par rapport aux maladies neurodégénératives. On le sait par rapport à l'anxiété aussi. D'ailleurs, c'était une des premières études qui avait été faite à l'époque. À l'époque, quand on avait commencé à transférer le microbiote de souris obèses à des souris pas obèses et qu'elles devenaient obèses et inversement. Eh bien, on avait aussi transféré le microbiote de souris anxieuses à des souris pas anxieuses, et les souris pas anxieuses devenaient anxieuses. Et donc, on a vu clairement qu'avec ce transfert de microbiote, on transférait des choses qui allaient modifier le comportement anxiogène. Et c'est vrai qu'on sait que un microbiote, même si sur l'anxiété, c'est pas encore aussi clair que sur d'autres éléments, on sait que manifestement, certains déséquilibres microbiens au niveau intestinal pourraient avoir un impact sur l'anxiété. Voilà. Mais voilà, c'est encore assez complexe. C'est plus connu dans le neurodégénératif et dans la dépression que sur l'anxiété, même si c'est loin d'être tout à fait connu, bien sûr. Mais il y a quand même, c'est déjà un peu plus clair. Dans l'anxiété, ça l'est moins. Par contre, ce qui est très clair, c'est le profil du cortisol. Et ça, c'est un élément très, très intéressant. Oui, le lien direct avec l'épuisement. Le lien direct avec l'épuisement et dans le burn-out. Par contre, tu disais qu'une paroi inflammée, elle crée forcément de l'inflammation. Et ça, on sait le lien direct entre l'inflammation chronique et l'épuisement. Voilà, donc ça, c'est aussi une chose de faire attention à avoir un microbiote, en tout cas une paroi en bonne santé, ne pas avoir d'inflammation intestinale, ne pas avoir trop de ces bactéries qui vont avoir un effet inflammatoire, avoir assez de bactéries qui ont un effet protecteur. Je récite un petit peu ce que j'ai appris dans le podcast précédent. Non, mais tu récites très bien. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est vrai que on parle maintenant de signature microbiote, comme on appelle ça. On constate que, par exemple, dans telle pathologie, on retrouve
plutôt telle et telle bactérie augmentée et telle diminuée. Mais il y a quand même une constante évidente, c'est qu'on retrouve une diminution des bactéries intéressantes, protectrices de la paroi, et qui vont stimuler la production d'acides gras à chaîne courte, qui vont diminuer l'inflammation de la paroi intestinale, qui vont stimuler la production d'un mucus protecteur. Donc, on retrouve un peu toujours la même histoire, une diminution de ces bactéries-là et un excès de bactéries pro-inflammatoires. Ça c'est sûr. Oui, et on a parlé pas mal dans d'autres épisodes, avec toi ou encore avec d'autres invités, de le faire pour avoir un microbiote en forme. Il y a certains conseils généraux. Après aussi, voilà, l'intérêt de savoir quelles bactéries on a en excès ou pas assez pour avoir une action plus précise dessus. Mais ça, je vous invite peut-être à aller réécouter vraiment plutôt l'aspect comment prendre soin de son microbiote au travers des épisodes précédents. Parce que voilà, c'est un tout, le corps humain est un tout. Et forcément, un dérèglement quelque part va, in fine, avoir un impact autre part. Tout à fait. Un beau mot de la fin. Voilà. Super, Okay. Écoute, merci en tout cas. Je crois que ton retour sur la chaîne va être fort apprécié. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, nous on apprécie très fort que vous soyez avec nous au long de cette aventure. N'hésitez pas à à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait apprécier son contenu, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à liker l'épisode. Tout cela, c'est un petit geste, mais qui nous aide beaucoup et qu'on apprécie fortement. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Ouais. Merci, Dr Ballon-Perrin. À bientôt. À bientôt. Oui. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien